Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, la Macunzan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat qui est le non-avenir du Brésil. Comme vous le savez, Brasil não tem nenhum futuro da forma atual. Le Brésil n'a aucune chance d'avenir, n'a aucun avenir dans sa forme actuelle. Pourquoi? Parce que le Brésil, c'est d'abord un incident historique. C'est l'histoire d'une colonisation qui a commencé sur un malentendu. Ça a commencé chez nos Indiens, nos amis les Indiens Patachos, qui nous ont expliqué leur première rencontre avec les Blancs, qui ont joué sur un malentendu religieux, que je vais vous expliquer à la suite. Ça s'est joué ensuite, ce malentendu, il s'est joué avec une population noire, qui a été déporté par ses propres frères. Ce sont des Noirs qui ont vaincu des Noirs et qui les ont vendus aux Juifs portugais pour les déporter vers la Caraïbe, vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les Noirs qui vivent actuellement au Brésil sont le descendant de personnes qui ont été déportées par les Noirs eux-mêmes. Ils n'ont jamais été victimes de Blancs, ils ont été victimes d'autres Noirs dans le cadre d'une culture de l'esclavage qui était celle de l'islam et celle de l'Afrique noire. Donc il n'y a pas de Noirs victimes de l'esclavage, il n'y a que des Noirs qui ne sont pas rentrés chez eux, tout simplement. Donc il y a... Il n'y a que des Noirs qui ne sont pas rentrés chez eux, tout simplement. Donc, qui a accepté tout simplement un fait historique. Pourquoi pas? Le Brésil, c'est un grand pays qui se sent brésilien et a envie d'y vivre. Eh bien, il peut y avoir tout à fait un avenir. Voilà. Ce qui est clair dans la situation actuelle, c'est que les Noirs du Brésil n'ont pas su se donner un avenir. Ils sont 7,61% de la population. Ils sont 97% de la population carcérale. 94% des gens qui vivent dans les favelas et 76% des pauvres du Brésil. Donc il y a un échec total de l'intégration des Noirs. Bah oui, effectivement, les chiffres sont accablantes. Il y a un taux d'homicide de 37,8 pour 100 000 habitants pour les Noirs et 13,9 pour le reste de la population. Sur la période 2008-2008, c'est encore pire maintenant, ça a augmenté de 11,5% chez les Noirs et ça a baissé de 12,9% chez les autres, chez les Blancs, les Asiatiques et les Indigènes. Sachant que les Indigènes et les Asiatiques sont très peu impliqués dans la délinquance au Brésil. Donc les Noirs à la fois auteurs de tous les crimes et délits pratiquement du Brésil, 97% de la population carcérale, 94% des favelados, 76% des pauvres. Donc à la fois des gens qui sont victimes de l'injustice sociale, mais sont-ils responsables ou ne savent-ils pas s'intégrer ou ne veulent-ils pas s'intégrer? Et d'autre part, eh bien, ils sont le gros de la délinquance, ils sont le gros des bandits, des tueurs, des violeurs, des assassins et des voleurs. Ça, c'est les statistiques. Après, il y a des explications. Ben, je suis là pour ça. Donc, il y a un échec total de l'intégration des Noirs qui, principalement, ont deux comportements. Soit un comportement victimisaire, soit sont dans la délinquance. Et généralement, ceux qui sont dans le comportement victimisaire sont aussi dans la délinquance puisque les délinquants utilisent la victimisation comme moyen de défense. Ça marche très bien. Voilà. On a aussi les Asiatiques qui sont 1,09% de la population, je vais vous montrer tout ça au tableau, et puis on a les Indigènes qui sont 0,43% de la population officiellement, mais 100 millions de Brésiliens, presque 50% des Brésiliens ont du sang indigène. Donc on a un malentendu, c'est ce qu'on va voir tout de suite, ce qu'on appelle les 65% de culturaux confus, et puis on a 47,73% de la population qui est blanche. Fait intéressant, c'est que Chico Xavier, qui est considéré comme un monument national au Brésil, mais pas seulement lui, on a d'autres prophéties. Chico Xavier n'a fait que reprendre la prophétie de Don Bosco,
hein, et se la réapproprier, prévoit une quadripartition du Brésil. C'est-à-dire que principalement la population noire va être chassée de Rio de Janeiro, des favelas, à cause d'incidents historiques, notamment d'une guerre civile et d'un effondrement économique, va partir vers Bahia et subira de très très fortes répressions, et elle va tomber ainsi que le nord-est du Brésil, sous le mandat de la Russie et du Venezuela et des Européens de l'Est, tandis que la partie de l'Amazonie sera plutôt sous mandat américain, et la partie du Mato Grosso, qui est une partie de l'Amazonie jusqu'à la frontière de l'Argentine, sera sous mandat chinois, tandis qu'ici, le Sud recevra plutôt un retour de la monarchie, et puis des populations européennes. Il est vrai que le Sud ici est extrêmement développé. Sao Paulo, Santa Catarina, ce sont des États du Brésil qui ont à peu près le niveau de vie de l'Allemagne, en tout cas pour la population blanche éduquée du centre-ville. Il y a même des niveaux de vie qui sont supérieurs à celui de l'Allemagne ou des États-Unis. Donc là encore, on a un problème à Sao Paulo avec la population noire et avec la population noire, puisque la population indigène et la population asiatique sont parfaitement bien intégrées à Sao Paulo. Donc un problème récurrent avec les Noirs, qui n'est pas forcément un problème qui est dû au fait qu'ils soient noirs. Le problème, c'est le problème de leur relation avec le Brésil et le problème de leur relation avec la culture brésilienne et les autres Brésiliens. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça intéresse en priorité les gens qui nous ont rejoints sur notre éco-village, qui ne comprennent pas toujours notre positionnement. Quand on arrive d'Europe, on a bon cœur. Moi, je ne suis pas raciste. Je ne l'ai jamais été. J'ai eu des petits amis noirs, j'ai eu des petits amis indigènes, j'ai eu des petits amis asiatiques. Donc, j'ai pas de problème de racisme jusque dans mon intimité et dans mon lit. Par contre, il est clair qu'on doit comprendre la société brésilienne et que, d'expérience en expérience, on sait qu'il y a des personnes avec qui on ne doit pas rentrer en relation commerciale, on ne peut pas rentrer en relation d'amitié, on ne peut pas rentrer en relation de couple, et on ne peut pas rentrer en relation de salarié ou d'associé, parce que c'est une population qui est fortement criminogène et qui semble d'ailleurs profiter qui profite en fait de l'état de cécité, de désorganisation du système judiciaire. On va aussi parler du système judiciaire, pourquoi il ne fonctionne pas au Brésil, pourquoi les juges brésiliens ne respectent pas la loi, pourquoi 90% des dossiers qui vont en cour de cassation, c'est-à-dire le tribunal suprême fédéral, sont annulés, pourquoi le travail des policiers, le travail des juges est jeté à la poubelle, non pas que les policiers soient incompétents, non pas que les juges soient incompétents, ou peut-être que le tribunal suprême fédéral, lui, connaît véritablement la loi et l'applique et ne répond pas à de façon émotionnelle. Il applique le droit, il ne va pas avoir des réactions politiques ou émotionnelles. Et généralement, c'est le problème que vous avez rencontré au Brésil, c'est de l'émotionnalité et de la corruption dans les bureaux de police, et c'est chez les juges de la corruption totale, monétaire, financière, et des réseaux de copinage, notamment liés à la franc-maçonnerie anglaise, à la Grande Loge de Londres, et de ses annexes et de ses correspondants au Brésil. On a de toute façon un problème mondial avec la franc-maçonnerie anglaise, qu'on ne trouve pas, par exemple, moi je suis dans la maçonnerie égyptienne, on n'a pas de problème de corruption, on n'a pas de problème de scandale chez nous. La maçonnerie latine, elle se comporte plutôt bien dans son ensemble. Il n'y a pas de grands scandales ici qui soient liés au Grand Orient du Brésil. Et en France, on n'a pas beaucoup de scandales qui sont liés au Grand Orient de France. Mais les loges de France et du Brésil qui sont rattachées directement à la couronne britannique, ça a été le cas en France d'une loge que je ne citerai pas, une des grandes loges nationales de France, ou grande loge nationale de France, il y a eu des énormes scandales politiques, il y a eu des énormes scandales de meurtre, de corruption de fonctionnaires, etc. On est là, par exemple, dans le cas de l'affaire Sarkozy et dans l'affaire de la DGSE, des agents de la DGSE et de la tentative d'assassinat contre une coach sportive parce qu'elle était juive et parce qu'elle avait des sympathies pour Israël. On a là derrière une loge affiliée à la couronne britannique, ouvertement nazie, ouvertement antisémite, et on a là tous les aspects négatifs qui peuvent nous venir de la franc-maçonnerie anglaise, qui n'est pas la franc-maçonnerie originelle. La franc-maçonnerie originelle, elle est écossaise. La franc-maçonnerie anglaise, c'est une déviation
de la franc-maçonnerie écossaise, mis au service du projet des Oranges, c'est-à-dire qui a succédé à Cromwell, c'est-à-dire cette espèce de projet qui va amener ce qu'on peut appeler l'édomitosionisme, hein, c'est-à-dire un projet de gouvernance mondiale qui est complètement délirant et qui est la perpétuation et la mondialisation en réalité de cette 7e empire satanique et sa petite corne qui sera l'ONU et qui est menée depuis cette résurrection d'Édom qui est l'empire anglo-saxon. Donc on voit ça à la suite dans le détail, j'espère que ça va vous intéresser même si vous n'habitez pas au Brésil. En tout cas, il y a des chances en tant qu'Européen, en tant que francophone, que vous puissiez un jour venir vivre au Brésil parce qu'on part vers, selon les prophéties, selon le déterminisme historique, vers une disparition de la Russie, de l'Europe de l'Est, de toute une partie de l'Europe avec un phénomène de superglaciation et qu'il y aura forcément un très très fort mouvement migratoire. Les études, notamment celle de Degel.com, qui est un éminent statisticien américain, prévoit la disparition d'environ 40 millions de Français, d'environ 160 millions d'Américains et la disparition pratiquement totale de la Russie. Donc on va et pour les Allemands c'est pareil, il resterait une dizaine de millions d'Allemands. Donc je vais essayer de vous retrouver ces chiffres de Degel.com qui ont fait beaucoup, qui ont passionné, qui ont libéré beaucoup de passions, qui ont déchaîné beaucoup de passions. Mais c'est quand même intéressant de voir comment à la fois le déterminisme historique, à la fois les prophéties et à la fois les planifications de l'oligarchie marchande anglo-saxonne concordent et nous disent que véritablement on va vers une quadriparticipation du Brésil, 2 vers une disparition des 2/3 de la population de l'hémisphère nord et en particulier une disparition quasi totale de l'Europe. Il ne resterait que l'Espagne et l'ouest de la France qui seraient habitables avec un Gulf Stream qui se serait réorienté. Voilà, on voit ça à la suite et j'espère que ça vous intéressera. Évidemment, je suis absolument pas raciste, je ne crois même pas en l'existence de race. Le fait est, c'est qu'on a une histoire, celle qui nous est enseignée par notamment la mythologie sumérienne, qui nous montre qu'il y avait une race ancienne qui vivait en Afrique, qui était assez sympathique d'ailleurs. Hein. Il y a un garçon dernièrement qui a retrouvé ces gènes-là et je vous assure qu'il est super sympathique, on a vraiment envie de l'avoir comme copain, sauf qu'il est très laid, il est très soumis et il a un coefficient intellectuel extrêmement bas. Et c'est à partir de cette espèce qui a été mutée génétiquement pour en faire des miniers qui iraient chercher de l'or pour ces fameux Anunnaki qu'a été créée l'espèce humaine. Après, d'intervention en intervention, il semble qu'il n'y ait pas que les Anunnaki depuis leur départ qui sont intervenus sur l'espèce humaine et qu'actuellement même on soit dans un très vaste projet de mutation génétique pour corriger cette espèce de tendance de l'humanité à retourner à l'état de primate avec une organisation de primate et un état véritablement bestial. Voilà, des femelles en chaleur seulement intéressées pour du sexe et puis se reproduire, et puis des mâles qui essayent d'être dominants et la domination dans ce monde se faisant avec l'or, avec l'argent et qui sont à peu près prêts à tout pour l'argent. Donc la femelle exhibitionniste, provocatrice, qui veut procréer et qui veut avoir des rapports sexuels et qui est arrogante, et de l'autre côté la personne qui veut être le mâle dominant avec l'or, avec l'argent, etc. C'est vraiment une déchéance de l'être humain qui retourne à son état d'esclave des Anunnaki et même à l'état de primate qui était celui de l'humanité avant l'apparition de Homo sapiens sapiens. Évidemment, vous l'avez compris, aucun propos raciste chez moi, je décris juste des processus historiques et des processus sociaux. La même chose ici, c'est à mettre en garde que je ne veux pas stigmatiser la communauté noire du Brésil. Elle a des raisons d'être pauvre, elle a des raisons d'être extrêmement délinquante. Il faut savoir que les Noirs se tuent entre eux et se tuent entre eux 3 fois plus que le reste de la population brésilienne. On va voir les chiffres. Est-ce que c'est lié à une particularité historique? Est-ce que c'est lié à une particularité raciale? Pour ma part, je ne pense pas que ça soit lié à une particularité raciale. Je pense que c'est juste une particularité historique et une particularité structurelle. C'est-à-dire que la délinquance de la population noire du Brésil, elle est entretenue à des fins politiques. Et elle est entretenue par qui?
elle est entretenue par les gens qui font que le système judiciaire brésilien ne fonctionne pas, c'est-à-dire il y a un accord de fait entre des juges pourris qui sont au service de la couronne britannique et une population noire africaine qui est extrêmement criminogène, qui ne s'est jamais intégrée au Brésil et qui est utilisée, en réalité, qui est instrumentalisée à des fins politiques. C'est une situation extrêmement grave, extrêmement triste, aussi bien pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Indigènes et pour les Asiatiques du Brésil, mais c'est une situation qui va bientôt prendre fin. L'effondrement du système judiciaire brésilien est extrêmement proche. Comme je vous l'ai dit dessous, on aura bientôt plus de juges morts sur les bords des routes que de papayes sur les arbres. Pourquoi? Parce que c'est lié au déterminisme historique et que le Brésil va vers un effondrement total économique, il va vers un châtiment de la République et il va vers une quadripartition du pays et des phénomènes migratoires qui sont extrêmement importants. On peut me reprocher de le dire, comme on me reproche toujours de dire la vérité, comme on m'a toujours accusé de choses que j'avais pas dit et que j'avais pas fait, et on m'a toujours reproché de dire la vérité, d'avoir des actes justes. C'est pas grave, ça changera pas, c'est comme ça. Et je préfère être à ma place que être dans la favela à mentir et à me faire passer pour une victime alors que ces personnes-là sont des bandits, ou être ces petits blancs corrompus édomites qui sont au service du système et qui pensent qu'ils vont avoir la victoire finale alors qu'en réalité, rien que regarder le comportement de femelles des petites blanches et le comportement de mâles dominants des petits blancs édomites, et vous allez voir exactement qu'on est aussi ridicule, et là aussi on a une régression à l'état de chimpanzé, de babouin, de primates, c'est-à-dire des petits blancs qui, le mâle fonctionne sur la razzia et la domination sexuelle, la reproduction à tous les étages, et les femelles sont en train de gérer leur sexualité par la provocation, par le contrôle, par le mensonge, etc. Donc on a vraiment une descente de toute une partie de l'humanité dans les égouts, ces égouts génétiques, c'est-à-dire un retour, eh bien, tout simplement à l'état de primate. Tel qu'il était avant l'invention de l'être humain. Alors figurez-vous que ce système des Noirs qui sont maintenus dans la pauvreté, dans la délinquance, dans le trafic de drogue et dans la sous-éducation, et de l'autre côté des petits Blancs qui crient en permanence à l'antiracisme et qui font des autoroutes aux criminels, parce que dès qu'ils disent qu'ils sont noirs, c'est que les policiers sont racistes, eh bien ça s'est fait aux États-Unis. Figurez-vous qu'aux États-Unis, eh bien, le même système a été exactement utilisé pendant des années. Pendant des années, la communauté noire a été accusée de ne pas vouloir s'intégrer, d'être feignante, d'être pauvre, d'être criminelle et d'être impliquée dans les trafics de drogue. Et de l'autre côté, on avait des juges qui relâchaient systématiquement, dès qu'ils invoquaient le racisme, même des gros trafiquants de drogue, etc., accusaient les policiers de racisme, etc., eh bien, les peines étaient diminuées, voire les policiers se retrouvaient eux-mêmes en prison. Parce qu'évidemment, quand un noir vole une voiture, c'est qu'il est pauvre, et quand il se fait arrêter, c'est que le policier est raciste. Et cette rhétorique est très présente au Brésil, parce qu'on a à la fois une communauté noire qui est complètement impliquée dans la paresse, la sous-éducation, le manque d'intégration, le mensonge, le vol, les arnaques, à tous les niveaux, etc., et qui utilise en permanence l'argument du racisme, quitte à le fabriquer avec des complices. Et de l'autre côté, on a des petits blancs qui veulent jouer les antiracistes, mais qui en réalité sont là, au contraire, pour dissuader les blancs de s'occuper des noirs, et qui ont tout intérêt à dissuader les blancs de s'occuper des noirs. C'est-à-dire que, moi j'ai le cas d'une personne que je connais assez bien, qui a fait beaucoup pour la communauté noire du Brésil. Une négresse l'a accusé d'avoir fait un truc qu'il n'a pas fait avec un montage, et le type s'est retrouvé condamné à devoir payer des sommes. Il n'a jamais été son employeur, c'est une menteuse. Il n'a jamais rien dit, c'est une menteuse. Mais le juge est pourri, c'est un petit juge blanc qu'on tire des ficelles au niveau politique. Ce petit juge blanc pourri, je ne commente pas la décision de justice, c'est une décision inique qui a frappé mon ami, mais elle est inique. Ce juge pourri, en réalité, il fait partie d'un système qui fait que les Noirs réellement pourris et dangereux ne sont jamais éliminés, ils sont toujours dans la nature, parce que tout de suite c'est le policier qui était raciste. Et de l'autre côté, il faut absolument dissuader les Blancs de s'occuper des Noirs, en particulier les Blancs étrangers.
Alors grâce à Dieu, mon ami, ben, il est un peu dans le même cas que moi, il a un cancer, ce qui fait que ça suspend définitivement tous les paiements jusqu'à ce que son cancer soit rétabli, et que c'est après tout bien fait pour cette négresse menteuse, escrote et voleuse, et le groupe de gens qui utilisent sa bêtise et son manque de probité pour en réalité contribuer à ce système. Mais ce système qui est présent au Brésil, c'est un système qui est complètement nord-américain. Il a été analysé par un très grand cinéaste américain dont je vous mettrai les références en dessous. C'est une véritable maladie mentale des États-Unis. Et quand on regarde les chiffres, quand on regarde par exemple les affirmations de Black Lives Matter, on s'aperçoit que derrière Black Lives Matter, il n'y a pas des associations de noirs, c'est des blancs et des manipulateurs blancs qui veulent victimiser les noirs et qui ne sont pas très en faveur des programmes d'intégration et des programmes d'éducation. Mais dans la victimisation, ça marche très bien. On s'est aperçu que même il y avait des faux attentats racistes qui étaient montés par les gens de Black Lives Matter eux-mêmes et que derrière il y avait une manipulation politique qui était liée à l'extrême gauche américaine qui est complètement impliquée dans ce système de gouvernance mondiale, notamment avec Joe Biden. On voit ce que ça donne en Ukraine. Ce système américain, il a très bien fonctionné aux États-Unis et il fonctionne très bien au Brésil. Il est même la façon préférée dont on dissuade les Blancs de vouloir intégrer les Noirs et dont on entretient l'idée des Noirs qui sont des victimes et qui peuvent être absolument dans l'impunité la plus totale. C'est une triste situation, triste pour les Noirs en général, parce que finalement, c'est les bandits qu'ils supportent dans leur communauté, leur portent préjudice. Et c'est très grave pour les juges et les petits blancs qui se mettent dans ce système, parce qu'ils sont en train de faire exactement ce qu'ils veulent faire pour leurs intérêts, c'est-à-dire monter les blancs contre les noirs, et de faire qu'il n'y ait pas de justice sociale. Et aux États-Unis, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de justice sociale? C'est certainement pas les noirs, c'est certainement pas les blancs progressistes, c'est les blancs les plus racistes et les plus nazis. Mais cette méthode-là, elle a très très bien fonctionné aux États-Unis pendant des années. Oliver Jones l'a très très bien montré dans son film sur la déchéance de la face cachée de l'Amérique, la déchéance de l'Amérique. Et ça marche exactement de la même façon aux États-Unis comme au Brésil. Et les petits juges brésiliens ne se gênent pas d'ailleurs pour dissuader les blancs d'avoir des bons rapports avec les noirs. Tout est fait pour que les blancs se cachent dans leur quartier sécurisé. Donc, je vais vous montrer un peu près au tableau ce que ça donne. Donc, vous avez 47,73% des blancs, de la population brésilienne est blanc. Il y a une grosse partie de l'élite qui est des latinos, des latins, des portugais, des espagnols, des italiens, qui sont fascinés par les anglo-saxons et qui sont dans les loges britanniques, qui sont complètement corrompus. C'est notamment toutes les personnes qui sont autour de Jair Bolsonaro. Et puis chez les Blancs, il y a toute une partie de la population qui est complètement tétanisée et qui est maintenue en état de choc par la délinquance des Noirs, qui est entretenue par l'impunité et par l'absence de système d'éducation. Et puis il y a aussi les monarchistes. Il y a une grande partie de la population brésilienne qui est restée monarchiste. Normalement, c'est cette partie de la population blanche, monarchiste, etc., qui, à Rio de Janeiro, dans les États du Sud et à Sao Paulo, va recevoir la migration européenne. À Rio de Janeiro, nous avons 2 millions de Noirs qui sont présents dans les favelas. Il est bien évident qu'ils vont être les premières victimes. On le voit avec l'augmentation de la pauvreté et l'augmentation de la délinquance. La délinquance et la pauvreté explosent chez les Noirs, sans comparaison avec chez les Asiatiques, les Blancs et les Indigènes. Donc cette population de 2 millions de Noirs inintégrables, inintégrés et qu'on ne veut pas intégrer... Enfin, c'est pas tellement qu'ils sont inintégrables, c'est qu'ils ne sont pas intégrés. Ils sont persuadés qu'ils sont des victimes et on crée un système d'impunité, notamment à partir de juges corrompus et bornés. Et d'autre part, il y a aussi une question de culture, une culture erronée, cette culture de la favela. L'objectif, c'est cette population de 2 millions de favelas noirs de Rio de Janeiro, de la faire partir après une crise grave économique, un effondrement économique institutionnel au Brésil, lui faire quitter la ville de Rio de Janeiro pour repartir dans le nord-est du Brésil, qui serait contrôlé par la Russie et le Venezuela. Donc on s'aperçoit que les 7,61% de Noirs du Brésil qui sont particulièrement présents dans le nord-est, ils vont tomber sous mandat russe lors de la partition du Brésil, et qu'à Rio de Janeiro, en réalité, tout est fait par la justice et par les milieux associatifs noirs
et par la délinquance noire pour amener justement à cette expulsion des Noirs, c'est-à-dire en entretenant ces poches de sous-éducation, de chômage, de pauvreté, de délinquance, en leur faisant croire qu'ils sont des victimes alors qu'ils ne sont pas des victimes, ils sont les auteurs de leur vie. S'ils ne s'intègrent pas, ils doivent se poser des questions. Pourquoi ils ne s'intègrent pas alors qu'ils sont 2 millions, et que de l'autre côté, les Blancs s'intègrent très bien, les Asiatiques se sont particulièrement bien intégrés au Brésil, et quant aux indigènes, qui sont que 0,43% de la population, avec le système de bourse de Lula, et ils ont en réalité de très très bonnes réussites universitaires. Il y a de très brillants indigènes, et les indigènes sont très peu présents en matière de délinquance. Il est vrai que dans ce cadre du Brésil, on a ces 100 000 Brésiliens qui sont complètement amnésiques, qui ne savent pas qu'ils ont du sang indien, de l'ADN indien, qui un jour, avec les indigènes d'Amazonie, ont plutôt intérêt à se tourner vers les États-Unis, parce que malgré le passé sulfureux des États-Unis avec leurs indigènes, au Canada comme aux États-Unis, il y a de véritables États dans l'État indigène. C'est ce que craignait le général Mouron il y a pas très longtemps. Lorsque Bolsonaro a soutenu Vladimir Poutine pour l'invasion de l'Ukraine et la partition de l'Ukraine, immédiatement le général Mouron, qui est un indigène avec un cerveau de blanc, qui était content d'avoir un petit-fils blanc, comme il l'avait affiché dans les réseaux sociaux, nous a dit que il est craigné pour la partition du Brésil à cause des indigènes. Voilà. En réalité, les Américains sont très clairs, et l'ONU est très claire. Les indigènes du Brésil doivent avoir un statut comme les indigènes nord-américains, c'est-à-dire que, ils doivent avoir des réserves qui sont des véritables États indépendants où vont administrer leur armée, leur police, etc., etc. Même s'ils restent dans le cadre de la République fédérative du Brésil, qui de toute façon n'a aucun avenir. Et ce manque d'avenir de la République fédérative, d'ailleurs, il fait les affaires de tout le monde. Il fait les affaires de la couronne britannique et de l'oligarchie marchande dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, puis il fait l'affaire des monarchistes brésiliens. Donc tous, on sait que le Brésil, la République fédérative est condamnée, c'est un système complètement pourri, mais qui a été rendu complètement pourri et invivable par la délinquance noire africaine, des afrodescendants, qui sont les plus criminels du Brésil. C'est un fait, mais c'est pas forcément de leur faute. On les entretient dans ce rôle-là. Et de l'autre côté, des petits blancs, notamment au niveau de la justice, qui jouent le jeu de décourager les blancs de tendre la main aux noirs. Donc il y a vraiment une volonté d'écarter la société en deux. D'un côté, les noirs dans les favelas ingérables avec un haut niveau de criminalité, pour pas qu'ils se mélangent avec le reste de la population et qu'ils soient stigmatisés. La crainte des petits blancs, c'est d'être fondus génétiquement. Et d'autre part, les petits blancs vont continuer à se reproduire entre eux en s'enfermant dans leur quartier de riches. Donc tout ça, c'est voulu, c'est une politique qui est absolument voulue, qui est absolument injuste. Elle est injuste pour les noirs eux-mêmes, qui sont les premières victimes de ce système. Et puis elle est injuste aussi pour les blancs, dont moi d'ailleurs et mon ami, qui ont bon cœur et qui ont tout fait pour s'occuper de ces noirs et qui ont même fait beaucoup. Mais il est évident que derrière il y a des blancs cyniques qui sont racistes et qui eux ne veulent pas de métissage. Et leur grande crainte, ceux des suprémacistes blancs, ces édomites-là, c'est le métissage. Quand on regarde par exemple les statistiques aux États-Unis, on s'aperçoit que par exemple les Polonais sont les plus racistes et les moins métissés des États-Unis. C'est-à-dire les migrants polonais se marient entre Polonais et entre Blancs, et c'est la population la plus raciste, qui est d'ailleurs surnuméraire chez les gardiens de prison et les policiers. C'est pas un fait exprès, il y a beaucoup de Polonais qui sont venus dans le cadre de l'opération Paperclip, c'est-à-dire qu'après avoir collaboré avec l'Allemagne nazie, ils ont, pour des raisons économiques, ils sont venus vivre aux États-Unis. Les autres ont collaboré avec l'Union soviétique, et puis à l'effondrement de la Pologne, il y a des millions de Polonais qui sont aussi partis en Europe, le fameux plombier polonais, et puis aux États-Unis. En réalité, c'est un accord de gouvernance, c'est-à-dire d'un côté, le noir accepte d'être l'idiot du village qu'on utilise, entre guillemets, qu'on utilise pour monter la délinquance. C'est la délinquance qui tétanise les blancs brésiliens, il y a un effet de tétanisation. Les noirs sont utilisés pour tétaniser la population blanche et empêcher le métissage. Et de l'autre côté, l'essentiel, c'est d'empêcher les blancs et de les dissuader de se mélanger avec des noirs et de leur venir en aide. Donc c'est une administration de la peur qui doit empêcher le métissage et qui doit couper en deux les communautés. Qui joue le jeu? Les noirs les plus idiots
et les plus pourris qui vont dans la délinquance et la corruption. Il y a plein de travailleurs de rue noire, plein de gens qui essayent de les faire progresser. Et d'autre part, des petits blancs, notamment dans le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro, qui est particulièrement corrompu, avec des juges particulièrement incompétents, et volontairement incompétents, qui ont dû apprendre le droit du travail dans la forêt de Niederkorn. Figurez-vous, parce que c'est une forêt où on forme des incapables et des incompétents au Luxembourg et qu'on exporte dans le monde entier. Voilà, Luxembourg, on dit, il a fait son droit dans la forêt de Niederkorn. Voilà. Or, un contrat de travail, par exemple, dans le cas de mon ami, ça correspond à une définition, c'est-à-dire qu'il doit avoir un lien de subordination, un salaire et une prestation. Et quand il n'y a aucun des trois, il n'y a pas de contrat de travail. Et d'autre part, sur un certain nombre de faits, c'est pas au tribunal du travail de se prononcer, c'est un tribunal correctionnel, mais c'est pas grave, de toute façon, on est sur un juge qui obéit à un calendrier politique, et derrière, il y avait évidemment, qui vous savez, de pourris qui étaient derrière. Mais ce qu'il faut savoir en règle générale, c'est que les deux victimes de ces systèmes, ça va être la population noire du Brésil, d'abord parce qu'elle vit dans la pauvreté, elle est systématiquement assimilée à la délinquance. Plus personne ne veut travailler avec lui. Moi, j'ai un ami qui a un restaurant, qui ne veut pas embaucher de noirs, qui ne veut pas servir ses clients noirs, et qui ne veut aucun fournisseur noir. Voilà. C'est-à-dire, je lui ai posé la question pourquoi il en était arrivé là. Eh bien, il m'a dit, demande-le à ces abrutis de juges du Foro de Rio de Janeiro, parce je pense qu'il a eu des problèmes avec des employés qui ont dû lui tendre des pièges avec des complices. C'est pas grave, ça va se retourner contre la population noire elle-même, puisque de toute façon, à terme, elle a été utilisée pour tétaniser les Blancs, et quand il y aura l'effondrement du Brésil, de toute façon, ces gens-là qui sont les plus pauvres, c'est eux qui vont être encore plus pauvres, encore plus victimes de tirs, ils sont 3 fois plus tués, et ils se tuent entre eux en plus que les autres Brésiliens, et ils devront dégager vers le nord-est. D'ailleurs, généralement, les favelados de Rio, 90% d'entre eux ne sont pas nés à Rio de Janeiro, ce sont des nordestinos qui font Sao Paulo, Manaus, Rio, et qui tournent comme ça sans jamais s'intégrer, et dont le rêve est de retourner à Bahia. Donc c'est une opportunité en réalité de se débarrasser de cette population indésirable des favelas de Rio de Janeiro. C'est dommage de perdre 2 millions de personnes, on pourrait les intégrer dans un processus social, etc. Mais le risque, c'est le métissage. Et cette petite élite blanche qui tient la justice à Rio de Janeiro ne veut pas de ce métissage, et elle dissuade les blancs d'aller vers ce métissage et de tendre la main aux noirs. Tant pis pour les noirs, tant pis pour les petits blancs de Rio de Janeiro, parce que d'abord les noirs vont se faire expulser, vont perdre la vie, avoir faim et se retrouver les victimes du système dans lequel ils se complaisent. Là, ils vont pouvoir vraiment se victimiser avant de dégager. Et les petits blancs, eh bien, les Européens qui vont venir ici, qui sont beaucoup plus compétents, qui sont beaucoup plus qualifiés, croyez-moi que ça va être le bal-trap. C'est pour ça que tous les incompétents du système judiciaire de Rio de Janeiro, ils ont véritablement du souci à se faire quand ils vont avoir arrivé des juristes européens qui, eux, ont un autre niveau intellectuel, parce que lorsqu'on étudie de près comment fonctionne le droit brésilien, qui est un mélange de droit anglo-saxon lié à l'habeas corpus, à la common law, de code napoléonien, de culture locale portugaise, de l'inflation réglementaire, avec une espèce de délire socialiste à multiplier les droits virtuels. Alors je passe sur les constellations familiales, le droit systémique qui a été introduit par Sinclair Mello et toute cette bande là qui travaille pour la couronne britannique à l'intérieur du pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro. On est dans une décomposition de l'institution judiciaire. J'ai eu moi-même l'occasion plusieurs fois d'aller au Foro et de remarquer que 95% des affaires, c'était des affaires de détention de petites quantités de cannabis par des gens qui avaient été arrêtés par la police, et que toutes les affaires étaient classées sans suite. Moi, j'ai même fait des plaintes pour tentatives d'homicide qui étaient extrêmement bien documentées, etc. Et jamais eu de réponse du pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro, qui est un clown. Parce que le fait est, c'est que le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro, c'est une blague. Et c'est une blague qui est télécommandée par l'oligarchie marchande anglo-saxonne pour créer une situation où les Noirs sont systématiquement stigmatisés, ce qui leur permet de se poser en victime même quand c'est des bandits et des voyous, et d'autre part de tétaniser les Blancs pour empêcher la mixité sociale. Je dois dire que de ce côté-là, ça a très très bien marché aux États-Unis, ça marche très très bien au Brésil. Sauf qu'avec l'effondrement du Brésil, comme l'effondrement de l'Europe, si en Europe ça va être le bal-trap des policiers, je peux vous assurer qu'au Brésil ça va être le bal-trap des juges, parce que l'état de saturation que les Brésiliens ont contre l'institution judiciaire
brésilienne, elle est absolument exceptionnelle. Quand on voit toutes les affaires de ces dernières années, le pouvoir judiciaire du Brésil est un pouvoir qui est organisé en vue de son incompétence, du suprémacisme blanc et de l'augmentation de la délinquance. Le fait est, c'est que les hommes politiques, ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent, mais il faut regarder les faits. Or, dans les faits, eh bien, la délinquance noire, elle ne fait que croître, que exploser, tout comme leur pauvreté, et en plus ils se tuent entre eux, et la mixité sociale est en train de baisser. Ce qui avait été obtenu par Lula, c'était plus de richesse, plus de mixité sociale, plus de bourses, plus d'études. À l'heure actuelle, on a une communauté noire qui, par ce petit groupe de blancs bolsonaristes et nazis, en réalité, c'est un groupe de néo-nazis, est en train d'être ramenée dans sa condition du nègre délinquant. Et de l'autre côté, on tétanise la population blanche qui est majoritaire, 47,73% des Brésiliens, et cette population, eh bien, on essaye au maximum de l'enfermer dans ces quartiers et de l'empêcher, dans les faits, de se métisser avec la population. Alors la dernière partie de la population dans ce désastre de la République fédérative du Brasil, qui est une république qui a été construite sur le modèle de la République française. D'ailleurs, il y a une Marianne brésilienne, il y a les mêmes groupes maçonniques liés à la couronne britannique, donc c'est le même système de coupage à la coupe et de destruction sociale qui a été fait en France. Le Brésil est exactement mangé à la même sauce que la France. Sauf que au Brésil, jusqu'à présent, et grâce à la monarchie brésilienne, et puis au début aussi de la démocratie brésilienne, eh bien, il y avait un métissage qui avait réussi. C'est-à-dire que la population était devenue de plus en plus mixte. C'est d'ailleurs 43,14% des Brésiliens qui sont des métis. Le problème, c'est que ces métis du Brésil, ils sont sous le feu de 4 tendances. D'abord, les corrompus blancs au service de la couronne britannique, tout ce petit monde judiciaire de corrompus, de blanc-bec, du bolsonarisme, particulièrement à Rio, ici c'est particulièrement pourri au niveau judiciaire. J'étais ami pendant un certain temps avec un ancien ministre de la Justice brésilien et je peux vous assurer que ce qu'il m'a raconté sur le système, sur son caractère irréformable et sur la plupart des juges, je peux vous assurer que c'était des conversations intéressantes, surtout quand j'étais avec lui en voiture quelques heures pour aller à la campagne. J'en ai appris sur ce système plus que vous ne pouvez en savoir. Un ministre a toujours beaucoup de choses à dire. D'autre part, cette population de métis, elle est sous le feu de ces noirs qui sont complètement corrompus, qui sont des bandits, et qui en plus sont victimisés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les arrête, c'est parce qu'ils sont noirs et pas parce qu'ils sont des bandits. Et quand ils peuvent se faire passer pour des victimes et vous taper au porte-monnaie, ils le font. D'autre part, il y a ces 100 millions de Brésiliens qui sont complètement amnésiques parce qu'ils oublient qu'ils ont du sang indigène. Et d'autre part, il y a aussi les corrompus asiatiques parce qu'il y a une mafia asiatique. Donc cette population qui est presque majoritaire, c'est 43,14% de la population, c'est presque autant que les Blancs du Brésil, qui est métisse, elle est l'avenir du Brésil. Un avenir où les gens vont assumer d'être des afro-descendants, des Blancs, des Asiatiques et des Indigènes. L'homme du futur, il est souvent considéré comme le Brésilien, l'homme le plus beau au monde, selon une enquête qui avait été faite dans le monde entier par des généticiens. C'est-à-dire que le Brésilien, à cause de ses 4 origines, blanc, noir, asiatique et indigène, eh bien, il était l'homme du futur, l'homme qui serait le plus apte de faire face à une société mondialisée. Or, pour l'instant, eh bien, ces métis-là, eh bien, ils se sont fait baiser. Ils se sont fait baiser parce que la délinquance noire, elle ne fait qu'augmenter. Donc c'est elle qui en est la première cible parce qu'elle est principalement dans la classe moyenne inférieure. Elle s'est fait baiser par les petits blancs bolsonaristes qui en réalité ont vendu les entreprises d'État, ont dégradé la vie sociale, la vie économique, etc. Elle est baisée par les mafias asiatiques, notamment celles qui sont liées à la Chine, et elle est face à un mouvement de contestation indigène qui reproche justement à ces métis d'avoir oublié leurs origines et d'être des traîtres à la patrie. Et donc actuellement, c'est très dur d'être métis au Brésil. Moi, je suis moi-même un métis. Je suis moitié anglo-saxon, britannique. Enfin, je suis moitié britannique, moitié maghrébin et arabe. Donc, c'est toujours difficile d'être métis parce qu'on vous reproche toujours d'appartenir aux deux communautés, comme si on avait à choisir entre son père ou sa mère. Qui tu préfères, ton papa ou ta maman? Ben non, j'aime les deux. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours enrichissant et ce que j'apprécie beaucoup chez les Brésiliens métis, qui ont à la fois du sang blanc, à la fois du sang noir, à la fois du sang indigène et à la fois du sang asiatique, c'est vraiment très facile de discuter avec eux. Ils sont très ouverts mentalement.
Par contre, ils sont vraiment les victimes de ce système. Ils vont devoir se débarrasser dans l'avenir de 4 tendances. Ils vont devoir se débarrasser des Noirs agressifs et délinquants et victimiseurs. Il faut vraiment s'en débarrasser par tous les moyens. C'est-à-dire l'incarcération pour les bandits et des programmes massifs pour aider la communauté à sortir de son arriération mentale, de sa victimisation et de l'injustice sociale dans laquelle elle vit. Elle va devoir se donner les moyens judiciaires de nettoyer les institutions judiciaires. Avec la venue de Lula à Rio de Janeiro, il y a une liste de personnes qui vont passer au baltrap. Donc il y a des gens qui vont être ciblés dans le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro, et je pense que Lula va leur faire payer très cher ce qui lui est arrivé à cette petite caste de blancs latinos qui sont fascinés par le monde anglo-saxon. Je pense que la leçon que va leur donner Lula, elle va être très dure à digérer pour eux, et tant mieux. Ils devront aussi faire face aux mafias asiatiques, parce qu'il y a véritablement des mafias asiatiques au Brésil, et ils devront s'affronter avec les indigènes qui pourraient sombrer dans le nationalisme. Et c'est un danger qui est apparu au Canada, où lorsque vous n'avez pas 50% de sang indien, vous n'avez pas le droit d'entrer dans les réserves. Et ça a créé des situations d'une très grande injustice. Donc le Brésil, il est à un carrefour où véritablement les métis, les monarchistes, les asiatiques courageux, les indigènes et les noirs qui veulent sortir de l'injustice sociale, on a quelque chose à faire ensemble. Et on va y arriver. Jusqu'à présent, c'est ce nucléus qui a permis à la société brésilienne de ne pas exploser, parce que le petit blanc corrompu, il prend un passeport portugais, il rêve de se barrer. Le noir africain, ce qu'il veut, c'est se greffer un cerveau de blanc, et comme il n'y arrive pas par les études, il va y arriver par la délinquance. Les asiatiques corrompus, ils sont souvent dans les triades. Et puis, il y a aussi, chez les indigènes, quelquefois, un mouvement nationaliste, identitaire, qui est extrêmement fort et qui est extrêmement dissolvant. Donc, le Brésil, il est au carrefour de ces 4 tendances. Et mon pari, comme la réélection d'Emmanuel Macron, c'est que Jair Bolsonaro ne sera pas réélu, que Lula va revenir au pouvoir, que le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro va connaître des heures sombres et va payer enfin ses crimes, que enfin on va pouvoir mettre en place un programme réellement d'éducation avec cette population noire arriérée et délinquante des favelas. Il faut en finir avec les favelas. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un programme de destruction des favelas. Il y a 2 millions de personnes qui ou doivent quitter Rio de Janeiro parce qu'elles ne sont pas intégrables, ou alors il faut faire comme avait fait le général de Gaulle dans les années 60, c'est-à-dire il faut construire des immeubles à la périphérie et il faut détruire les favelas et les empêcher de reconstruire avec des systèmes d'expropriation. Or, une fois de plus, on tombe sur l'incapacité juridique des Brésiliens, c'est-à-dire qu'on a un système juridique complètement cinglé, c'est-à-dire que le Brésil exploite ses ressources en mer parce qu'elles appartiennent à l'État, mais le Brésil ne peut pas utiliser ses ressources pétrolières sur terre, parce que figurez-vous que si vous avez un terrain, vous êtes propriétaire de ce qui est en dessous de chez vous. Et donc, il est temps d'en finir avec l'arriération du Brésil en matière de cadastre, en matière de propriété, en matière de pouvoir de l'État, etc. Je pense que dans le futur, pour Rio de Janeiro, le Sud, etc., il y a quand même un modèle de développement à la française qui pourrait être utile, c'est-à-dire que l'expropriation pour cause d'utilité publique, la simplicité de la Constitution française, la simplicité de sa structure, etc. J'avais souligné d'ailleurs le fait est que la Constitution de la Ve République, elle était prête pour le retour du roi, elle pourrait tout à fait être transposée ici, c'est-à-dire un système de monarchie parlementaire où on n'a pas un président de la République, mais on a un roi qui servirait d'arbitre. Voilà. Et je pense que pour le Brésil, ça pourrait être une très très bonne chose, ça serait un apport considérable de la monarchie française. Et de toute façon, la monarchie brésilienne, elle est française et elle est autrichienne. En attendant, il y a les noirs bandits, il y a les petits blancs fascinés par l'Angleterre, le monde anglo-saxon, il y a les triades chinoises, et puis il y a des nationalistes indiens, indigènes, qui eux peuvent être vraiment un danger. Et ces 4 groupes sont vraiment les 4 grands dangers du Brésil. Si le Brésil n'arrive pas à maîtriser ces 4 tendances, on va vers une explosion du Brésil. On aura des pays indigènes, on aura le désir de l'ouest du Brésil de partir vers la Chine,
et je le comprends, et très certainement j'irai avec eux parce que je préfère la Chine aux États-Unis, à la monarchie brésilienne ou aux réserves d'indigènes. Je pense que c'est plus facile de travailler, enfin dans mon caractère, étant bouddhiste, c'est plus facile de travailler avec des Chinois. Et puis, il est clair que dans ce système-là, les Noirs vont retrouver l'esclavage russe. C'est-à-dire que si les Russes et les Européens de l'Est s'installent dans l'Est du Brésil, et s'il y a ce mouvement migratoire des Noirs vers Bahia, etc., ils vont retrouver des conditions d'esclavage et d'asservissement, très certainement des conditions pour lesquelles ils ont été programmés génétiquement, en sachant qu'ils n'ont pas l'air véritablement de vouloir sortir de ce programme. Il y a une espèce d'atavisme. C'est des générations de nègres du Brésil qui ont été dressés à la soumission, sinon à la délinquance. Donc ils sont d'un extrême à l'autre, où ils sont complètement soumis, et ils aiment leur vie d'esclaves, ou alors ils vont partir dans la nature et devenir des bandits de grand chemin. Donc il y a une espèce de programmation génétique, ils ont été programmés génétiquement à ça, il y avait les fuyards, et puis il y avait les soumis. Les soumis se reproduisaient, et quand chez les soumis, il y avait une tendance à la fuite, il arrivait à fuir, il devenait un bandit de grand chemin. C'est une situation qui est un peu triste, mais c'est aussi une situation qui est pleine d'espoir. Donc je suis toujours en train de pleurer pour le Brésil bashing. Je pense que le Brésil est un pays qui n'est pas aimé à sa juste valeur. Le fait est, c'est que pour ma part, j'ai pas eu de problème avec les indigènes et j'ai jamais eu de problème avec les asiatiques au Brésil. Mais par contre, j'ai eu des problèmes avec les noirs. Et j'ai des problèmes avec les petits blancs, en particulier les corrompus bolsonaristes et néo-nazis et les petits bandits noirs qui sont leurs hommes de main. Mais ce groupe-là, de toute façon, il va tomber. Il est clair que, par exemple, quand on regarde l'assassinat de Marielle, il ne faut pas demander la couleur des deux types qui sont soupçonnés de l'avoir buté. Il est clair que le petit blanc a toujours un petit nègre comme homme de main, et que ça fait partie du système de maintenance des aspects les plus moches en réalité de la culture brésilienne. Pour l'avenir, on s'oriente vers quoi? On s'oriente vers une destruction de l'hémisphère nord, il faut être clair. Je vous ai à peu près annoncé tout ce qui s'était passé. Moi, je reste sur ma certitude que vous allez avoir une guerre nucléaire dans l'hémisphère nord. D'abord, un gros problème avec la Russie, de guerre chimique. Ensuite, vous allez avoir un problème de bombardement atomique de la Chine par les États-Unis. Ça va provoquer une catastrophe environnementale. Ça va provoquer un raz-de-marée, une destruction des États-Unis, puisqu'on part évidemment vers un déluge. Donc, regardez par exemple toute la symbolique de la place de la Concorde. Regardez le monument du bicentenaire de la Révolution des droits de l'homme et de la Déclaration de l'homme et du citoyen à Paris, sur le Champ de Mars, l'autre sur la place de la Concorde. La place de la Concorde, c'est là où on a décapité le plus de Français, hein, c'était un bain de sang. Et regardez ce qui est annoncé. Si vous n'avez toujours pas compris ce qu'il vous prépare, c'est que vous êtes bête. Donc dans ce contexte-là, il est clair que cette quadripartition du Brésil, elle me semble inévitable, et c'est très certainement un échec de la République fédérative. Si un jour je décidais de partir du Brésil en tapant la poussière de mes pieds, je peux vous assurer que le temps de ce pays serait compté, parce qu'il y a des individus qui sont symboliques. Et moi, je fonctionne autour de moi, j'ai toujours des individus symboliques. C'est pas pour rien que je me suis retrouvé avec un associé qui était un fils de nazi de camp de concentration, qui avait baisé sa fille, dont sa femme était une pharmacienne tueuse. C'est comme ça, c'est parce qu'ils sont des symboles de l'archétype du lobby militaro-industriel, un archétype de Big Pharma et un archétype, pour la troisième, des réseaux pédocriminels et du financement de la banque, etc. et ses liens avec ces réseaux pédocriminels. Super symbolique, comme moi-même je suis super symbolique. Moi super symbolique dans le bien, eux super symbolique dans le mal. Pareil avec le petit nègre sa sœur avec qui on a eu des problèmes sur ce projet, ils sont symboliques exactement de ces bandits blanc. Et puis ici, au niveau du ministère public, ici, et du pouvoir judiciaire du Rio de Janeiro, j'avais un ami avocat, ancien ministre de la Justice, qui m'a appris beaucoup de choses sur ce système. Et je savais qu'un jour, j'aurais affaire à cette bande de petits plans corrompus, en particulier le Pacler merdeux et toute la clique de Podemos et des nazis. Voilà.
Dans le cadre du bouddhisme, il m'est arrivé de rencontrer des indigènes à la fois très nationalistes et avec lesquels finalement j'ai mis les choses au clair, et puis aussi avec les mafias asiatiques de Sao Paulo. Je suis tombé dessus sans le vouloir, et personnellement, j'ai pas rencontré de personnes qui soient assez symboliques à ce niveau-là. C'est pour ça que je reste assez très confiant dans mes relations avec les Asiatiques et les indigènes. Par contre, pour ce qui est de la relation avec les Noirs et avec les petits Blancs du Brésil, je crois, même dans mes relations sentimentales, en avoir fait assez le tour et de savoir, de ma propre expérience, ce que je devais en penser de la raclure blanche et de la raclure noire qui nous pourrit la vie au quotidien. Mais il est clair que cette raclure blanche, elle n'a pas un grand amour du Brésil. Elle est là pour mettre son cul à l'abri, et elle est là pour faire du fric et faire chier avant de partir. Et quant à la raclure noire, c'est celle qui n'a pas eu assez de couilles pour prendre le bateau vers l'Afrique, et qu'en réalité on aurait dû mettre dans une caravelle avec des petits blancs et refaire partir en sens inverse. On ne réécrit pas l'histoire. L'histoire du Brésil, elle est comme ça. Ça reste un pays qui a un merveilleux environnement. Personnellement, j'aime beaucoup la population métisse du Brésil, c'est ma préférée. Je dois dire que quand je rencontre des personnes qui sont à la fois asiatiques, à la fois indigènes, à la fois noirs et à la fois blancs, et qui sont un mélange des quatre, moi-même qui suis un métis, ça me plaît assez. Je vois plutôt en eux l'homme intégré, l'homme du futur du Brésil, celui qui se nourrira de ces quatre racines pour être un être exceptionnel. Ceux qui voudront faire du communautarisme noir, du communautarisme blanc, du communautarisme asiatique ou du communautarisme indigène, eh bien, ils vont tomber sous les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils seront désormais dirigés par des étrangers. Et je pense que tout compte fait, justice sera faite. J'assurerai moi-même le cours et vous pourrez donc vous familiariser avec le travail de notre équipe. À très bientôt, ciao.